J'ai un regard différent sur les gens, sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les actualités. J'ai eu envie d'aller là-bas et j'ai eu envie en fait d'affronter et de comprendre en fait ce qu'on voit à la télé. L'immigration, c'est quoi? C'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent ici. Aujourd'hui, on en parle surtout en parlant des Syriens, des Afghans, mais il y a quelques années, c'était des Algériens, c'était des Portugais, enfin, et on a l'impression en fait de parler d'un tout autre phénomène, alors que c'est un phénomène qui est perpétuel. Malheureusement, aujourd'hui, on en parle plus parce que ces personnes-là justement, ils fuient la famine, la guerre. Mais malheureusement, on ne parle pas d'humains en fait aujourd'hui. Quand on parle de ces personnes-là, on parle de réfugiés, de migrants. Personne fait en sorte qu'on puisse en fait se mettre à leur place. Et c'est ça qui est interdit, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas le droit d'avoir de compassion pour ces personnes-là, parce qu'on ne veut pas que ces personnes soient chez nous. Tout ça fait que j'ai eu envie d'aller là-bas et j'ai eu envie en fait d'affronter et de comprendre en fait ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit dans les rues sans pour autant être en contact avec ces personnes. J'ai vu en fait cette mission donc en Grèce dans un camp de réfugiés, donc à Lesbos, donc c'est un des plus grands camps en Europe, et je suis partie là-bas. Et cette mission a été vraiment c'était intense quoi, du début à la fin, intense au début parce que on ne sait pas trop où on va mettre les pieds, en même temps on sait que ça va être dur et qu'on va entendre des choses qui sont qu'on s'imagine pas, et puis intense à la fin parce que on a l'impression d'avoir appris tellement de choses, d'avoir été là-bas pendant presque un an. C'est comme si pendant toute notre vie on nous avait caché plein de choses. Et le fait justement d'avoir vécu ça, je me dis vraiment que tout le monde, bien sûr de manière différente, mais on devrait tous au moins avoir un contact avec l'immigration, dans le sens où comprendre qu'est-ce que c'est en fait l'immigration, parce que l'entendre à la télé c'est pas pareil d'être confronté en fait à une personne qui nous raconte son parcours depuis la Libye ou depuis le Congo pour venir jusqu'en Grèce, comme pour venir jusqu'à Paris. J'étais traductrice là-bas. Donc traductrice en clinique, c'est en gros être présent lors des entretiens des réfugiés, donc avec les médecins, et donc de traduire pour eux leur récit aux médecins. Sachant que voilà, moi j'étais traductrice française, donc j'avais énormément de personnes qui venaient d'Afrique, et je traduisais pour eux. Il y avait avec moi d'autres volontaires qui étaient traducteurs afghans, traducteurs arabes. Et donc déjà la démarche est assez particulière parce qu'on est on a un peu l'éponge, c'est-à-dire qu'on est censé tout récupérer, toutes ces informations, et de retranscrire mot à mot ce qu'on nous dit. Mais en fin de compte, juste être traducteur, c'est impossible. Bien sûr, on va répéter ce que la personne nous dit, mais de temps à autre, on va échanger avec cette personne parce qu'il y a aussi une zone de confiance qu'on doit établir, c'est-à-dire que la personne doit se sentir en sécurité avec nous, et c'est impossible d'être juste là comme un robot et traduire. Et il y a aussi ces moments de latence où voilà, le médecin va partir chercher des médicaments et on se retrouve seul avec la personne. Et ben justement, c'est un moment où on essaye de tisser quelque chose. Après, il y a aussi cette limite, c'est-à-dire que je me rappelle encore qu'on avait une formation et il nous disait do not harm. Et dans le sens do not harm, c'est-à-dire il ne faut pas faire du mal, mais autant physiquement que mentalement. Et mentalement, c'est surtout, en fait, on ne peut pas être trop gentil ou trop amical, parce qu'en fait, on peut pas se permettre que la personne s'attache à nous, sachant qu'on va partir. Et puis ces personnes sont habituées, ils savent très bien que les volontaires comme nous, malheureusement, on n'est pas là souvent. Donc c'est aussi cette limite-là, c'est-à-dire que on veut rassurer la personne, on veut l'aider à se sentir mieux, mais en même temps, on veut pas non plus que la personne s'attache à nous. Donc c'est vraiment un travail sur soi-même qui est assez, qui est constant en fait. Et puis en une journée, toute l'équipe, on avait peut-être 3 médecins, 5 traducteurs, on va dire. Donc dans la journée, on pouvait voir 60 patients. Le premier jour, c'était intense, quoi. Mon premier entretien, j'ai rencontré une jeune fille qui me disait « Je vais absolument avorter. Je sais pas si la personne s'est fait violer
ou si c'était consenti, j'en sais rien, mais la personne, voilà, c'était une jeune fille qui avait genre 17 ans et qui me demandait absolument de pouvoir avorter. Donc ça, c'était mon premier entretien. S'en est suivi 5 autres, et tous les 5 autres, c'était que des viols et des tortures. On est à 13 km de la Turquie, donc toutes les personnes qu'on recueillait, c'était des personnes qui venaient de la Turquie. Comment dire, il y a cette frontière invisible, et donc quand elles arrivent de notre côté, nous sommes en droit de les accueillir, donc de les récupérer pour les emmener dans un camp. C'était souvent parfois de garde, donc c'est-à-dire qu'on dort, mais on est censé avoir notre téléphone juste à côté, au cas où il y a un bateau qui arrive, et ben on a 5 minutes pour s'habiller et on doit partir. C'est un peu se rendre compte de la réalité des choses. Savoir qu'à Lesbos, avant, quand le phénomène est arrivé, il y avait des milliers de personnes qui arrivaient et qui ont dépassé cette frontière. Et à l'époque, il n'y avait pas d'assaut encore. Il y avait juste 2 ou 3 personnes qui s'occupaient justement du port et qui devaient aller récupérer ces gens-là. Et le nombre de personnes qui malheureusement n'ont jamais pu rejoindre la terre ferme. Enfin, juste pour ça, je remercie, mais c'est incroyable ce que, en tout cas, RC a fait justement, enfin, pour toutes ces personnes, tout l'investissement, et je parle vraiment même psychologique, parce que c'est pas facile en fait tous les jours de voir toutes ces choses, et de rester positif, et de trouver en fait la force de, voilà, de se lever le matin et d'aller voir les gens et de leur dire que en gros tout ira bien, parce qu'en fait on sait même pas qu'est-ce qu'ils vont advenir ces gens, mais finalement c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre quand ils arrivent. Donc voilà, c'était une expérience qui était incroyable, et de cette expérience je tiens à dire que ça a été très dur, et il y a une fois où j'ai vraiment où je me suis vraiment lâchée, parce que genre, enfin, je pense que c'était un peu la goutte d'eau, ou c'était une journée où, et puis c'est aussi une rencontre, et voilà, aujourd'hui je peux pas dire que j'ai beaucoup, que je suis pas sûre d'avoir aidé beaucoup de personnes là-bas, parce que je sais pas où ces personnes sont, mais en tout cas je sais que j'ai aidé une personne, et rien que pour ça, enfin je le referai 20 fois, 100 fois. Je crois que j'ai passé, je me rappelle encore, c'était 48 minutes j'ai passé avec cette personne lors d'un entretien. Et c'était bouleversant, parce que c'était une personne qui en fait ne voulait pas parler, qui était déjà là. C'est-à-dire la plupart des personnes que je recueillais, c'était des personnes qui étaient là depuis très peu de temps. Donc allez, 2 mois, 1 mois, ou qui venaient tout juste d'arriver. Alors là, j'ai une personne qui était là déjà depuis 6 mois. Et en fait, au fil de la conversation, je me rends compte déjà que la personne ne va pas bien. La personne est agressive, mais plus envers soi-même. La personne, je vois dans son dossier, qu'elle a déjà fait une tentative de suicide. La personne n'a pas d'amis. Donc au bout de 6 mois dans un camp, la personne est jeune, enfin, il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, on se rend compte, moi et l'autre médecin, qu'en fait, cette personne, on n'a jamais en fait vraiment parlé, en fait. Ou personne n'a été là pour l'écouter. Je me suis littéralement en fait battue pour dire à cette personne que bah, si tu veux que je t'aide, bah, il faut que toi-même tu aies envie de t'aider, en fait. Et c'était je sais pas, c'était super puissant, parce que j'avais vraiment une boule au ventre, parce que je sentais qu'on était très impuissants face à ça, parce que malheureusement, il faut savoir que dans le camp, il y avait qu'un psychologue, donc pour plus de 6000 réfugiés, alors que toutes les personnes sur place ont besoin en fait de parler plus qu'autre chose. Euh, et que clairement, si tu fais une tentative de suicide, bah là dans les 24 heures, oui, tu vas être traité, mais si ça a été fait avant, bon bah tant pis, enfin il n'y a pas de, enfin le délai est passé, donc c'est plein de choses comme ça qui sont formatées. Bien sûr, et l'organisation a des failles. Après, bon, comment on peut ne pas avoir de failles quand on a autant de personnes à gérer, mais en tout cas, c'était un entretien qui était ouais, c'était super chaud, parce que la personne, on n'allait pas bien, et en même temps j'avais vraiment envie d'aider cette personne, et on n'arrivait pas à trouver de solution, et il pouvait pas avoir de rendez-vous avec un psychologue, et cette personne était à ce moment-là jugée non vulnérable, c'est-à-dire non apte à avoir
donc un permis de séjour. Il y en a beaucoup de personnes qui disaient clairement les choses de ce qui s'était passé, alors que lui, je sais très bien qu'il avait vécu énormément de choses. Pourtant, il m'en a dit que un tiers peut-être, mais j'ai perçu qu'il avait vécu des choses horribles, et que du coup, oui, c'était une personne vulnérable, et que oui, il était jeune, et que oui, il devrait rester ici, ou au moins avoir un traitement, en tout cas une attention particulière vis-à-vis de, de son état. On a discuté, et au bout d'un moment, en fait, j'ai compris qu'il lisait beaucoup, beaucoup, et qu'il allait souvent là. Il y avait une petite bibliothèque là-bas sur le camp, et il me disait qu'il lisait beaucoup. Et de là, je me suis dit, bah écoute, si tu veux pas parler, bah écoute, tu peux écrire. Et il me dit, oui, bah c'est vrai, avant j'écrivais beaucoup, j'avais un journal. Et en fait, de là, je l'ai encouragé à écrire. Et rien que ça, il était genre ravi de me dire, genre, ok, bah vas-y, demain je vais ramener quelque chose, je vais écrire quelque chose. Et je me rappelle avoir utilisé un peu une métaphore, et je lui avais dit, mais écoute, je pense que là, t'es comme dans une chambre noire, où en gros t'as plein de meubles, plein de choses de ton passé, une armoire, des lits, t'as plein de choses qui font qu'on peut même pas voir la porte de sortie, on voit même pas de fenêtre, et t'es coincé dedans, et tu vois rien, et tu vas pas bien. Mais je dis, mais justement, si tu veux sortir de là, il faut que petit à petit tu lâches un peu certaines choses, que tu sortes des choses de ta chambre, de ta tête. Et je lui dis, bah voilà, tous ces meubles, c'est un peu comme tes souvenirs, c'est un peu comme tes peines, et voilà, ces meubles, ils sont sûrement super lourds, tu vois, à enlever, super éprouvants à les faire sortir. Mais une fois que tu vas commencer à faire ce travail-là, bah tu vas pouvoir avoir un peu plus de place, et la lumière va rentrer, tu vas pouvoir avoir une fenêtre et une porte de sortie, c'est un peu ça. Et ce message, je sais pas, mais en tout cas, il a grave, bah ça lui a parlé en tout cas. Et il m'a dit, je me souviens qu'il m'a dit, enfin, c'est la première fois genre qu'on me demande en fait vraiment, qu'on essaye en fait de me comprendre, de me parler. Et genre, voilà, c'était choquant pour moi de me dire que ce mec-là, il avait passé tout ce temps-là, qu'il était arrivé voilà, de son pays, qu'il avait traversé des choses horribles pour arriver jusqu'ici, que ça faisait 6 mois, enfin, et que pendant 6 mois, le mec, bah, il parlait à personne, il n'avait pas d'amis, il allait pas bien, il avait des insomnies, enfin. Et voilà, les choses ont fait que j'ai revu le lendemain. Il est venu, il m'a déposé une lettre avec genre des textes incroyables, genre qui. Enfin, trop bouleversant dans le sens enfin, quelqu'un qui a envie de vivre, quoi. Et jusqu'à maintenant, je suis encore en contact avec lui. Et bah, je sais, normalement, c'est interdit. On n'est pas censé garder contact parce que, bien sûr, pour pas faire des faux espoirs ou voilà, mais bon, c'était un cas exceptionnel, on va dire. Et je suis ravie parce que finalement il a eu sa première, il a pu voir plusieurs psychologues, on a pu revoir son dossier, il a été accompagné par des avocats qui l'ont aidé, et donc aujourd'hui il a pu sortir du camp là il y a quelques semaines, donc c'est genre trop gratifiant, genre enfin je me dis, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, bah j'ai pu aider une personne, bah c'est déjà ça, quoi. C'est trop une bonne nouvelle. Je suis tombée sur une mission au Rwanda. Rien à voir avec ma mission précédente. C'était une mission où j'allais étudier l'agro-tourisme et l'agroécologie. Donc dans un village qui s'appelle Gisaya, qui est à 2h30 de Kigali. Les termes de ma mission, c'était vraiment de développer la ferme agroécologique qui a été créée par l'association Humura. Donc j'étais accompagnée par 2 personnes, et ces 2 personnes-là ont commencé par créer cette association en voulant d'abord soigner en fait les villageois qui n'avaient pas forcément l'accès aux soins. Donc ils ont commencé par créer un dispensaire dans le village, donc avec des infirmiers. Et de là, ils se sont rendus compte que c'était pas suffisant parce que prodiguer des soins
C'était bien sûr une belle chose, sauf qu'il y avait beaucoup de cas de malnutrition, il y avait des cas d'extrême pauvreté. Et donc de là, ils se sont dit, on va faire plus. Et donc, ils ont créé un centre de formation afin de former donc des personnes, des jeunes qui ont pas forcément, qui sont un peu perdus, qui n'ont pas forcément encore de métier, tout comme des personnes qui ont été un peu abandonnées, des personnes plus âgées qui eux aussi aimeraient apprendre un métier, et tout ça donc dans le but de les rendre indépendants, et dans une démarche où une personne qui arrive à avoir un travail après peut être plus indépendant financièrement, peut avoir du coup plus d'argent pour se nourrir bien et pouvoir se soigner. Et quelques temps plus tard, ils ont créé, avec l'aide d'une association, une énorme ferme agroécologique. Donc ce qui était super intéressant, c'est que actuellement, les locaux, la plupart des personnes dans mon village, ils travaillent tous la terre, ils cultivent, ils ont tous des chèvres, ils cultivent tous du blé, plusieurs légumes, les haricots rouges, mais encore avec l'utilisation de pesticides, OGM, et ils n'ont pas encore, ils n'ont pas été formés en tout cas à qu'est-ce que c'est l'agroécologie, et donc de travailler la terre de manière naturelle. Donc ça a été arrivé là-bas, ça a été une grande découverte pour moi de découvrir, parce que bien sûr je sais ce que c'est le bio, mais de là à dire comment on crée, comment c'est tous les jours, comment c'est de travailler de manière agroécologique, ça n'a rien à voir. J'ai appris énormément de choses. Notamment par exemple la méthode de push and pull, c'est tout simplement, on a par exemple on va dire des oignons, et pour éviter par exemple que ces oignons ou même un autre légume soit infecté, parce que c'est ça le problème, c'est infecté par des moustiques, des insectes, et donc au lieu d'utiliser donc des OGM et des pesticides, ils vont mettre à côté de cette plante une autre plante qui est là pour en fait éloigner naturellement en fait ces insectes, c'est-à-dire que c'est un répulsif naturel. Donc ça c'est la méthode push, donc on les éloigne comme ça, et par contre quelques mètres plus loin, à la frontière on va dire dans la délimitation de la ferme, on va mettre d'autres plantes qui eux les attirent naturellement. Donc c'est à dire que ces insectes ils vont naturellement partir pour aller ailleurs, et ça sans aucun il n'y a aucun produit qui n'est pas naturel qu'on va mettre dedans. Après, c'est ça qui est très très intéressant, c'est qu'il y a toute une étude derrière, donc il y a plein de personnes, des biologistes qui travaillent justement pour trouver ces plantes-là, et chaque pays, l'intérêt aussi c'est de trouver des plantes qui se trouvent déjà dans la région, et de ne pas faire venir des plantes ailleurs, parce que l'intérêt c'est que ces personnes, ils n'ont pas d'argent pour aller chercher des plantes à Tombouctou. Donc c'est de vraiment apprendre vraiment de sa terre, de sa culture, de son pays, et de trouver des richesses qui puissent être utilisées en fait dans cette culture-là. Et après, il y a énormément d'autres systèmes, comme des plantes qui vont être parsemées tout autour de la ferme, qui vont travailler pour justement l'écosystème, pour l'humidité. Enfin, il y a plein de méthodes qui sont mises en place comme ça, tout comme par exemple les engrais qu'on utilise, et aussi par exemple le fait de faire du compost. Donc il y a aucun déchet, tout est revalorisé dans la ferme. Il y a aussi le fait qu'on va mettre du foin par exemple tout autour et dessus en fait, donc ça n'a rien d'esthétique, donc ça ne ressemble pas aux belles fermes qu'on voit industrielles, mais en revanche ce sont des fermes qui sont saines et où chaque élément a sa place et a son utilité. Et donc ça c'était incroyable d'étudier ça, et quand on apprend tout ce système-là et comment c'est si évident, et en fin de compte, on se dit que c'est à la portée de tout le monde, il suffit juste en fait d'être sensibilisé, d'apprendre ces connaissances-là, et que ça pourrait changer mais tellement de choses, et on le voit parce qu'il y a énormément de documentaires ou de reportages, on voit que ces personnes, ça a changé leur vie parce que ils n'avaient pas à acheter tous ces pesticides-là. Ils se retrouvaient, en fin de compte, quand on comparait deux cultures différentes traditionnelles, donc avec OGM, pesticides, et des cultures agroécologiques, on se rendait compte que pendant les périodes sèches, en fin de compte, les fermes agroécologiques se débrouillaient mieux, et donc sont capables
aujourd'hui de nourrir le monde, de nourrir les gens très facilement. Il suffit juste, bien sûr, au début d'être très patiente parce que forcément, c'est pas quelque chose d'automatique, ça prend plus de temps. Et je pense que ça prend plus d'amour, plus de... il faut s'investir plus. Mais en fin de compte, les résultats sont tellement époustouflants que je pense que c'est vraiment un exemple qu'on devrait tous suivre. Donc les personnes qui travaillaient dans la ferme avec moi au quotidien, donc il y avait vraiment de tout. Donc, c'est-à-dire que dans cette ferme-là, donc il y avait bien sûr celui qui dirigeait, donc qui était là tous les jours pour justement former des jeunes qui sont là et qui apprennent, qui sont en formation, on va dire, ce serait un peu comme nous, notre forme d'alternance en fait, donc ils sont rémunérés et en même temps ils sont en formation, donc ils apprennent l'agroécologie. Et l'idée, c'est qu'après, on puisse avoir d'autres jeunes qui viennent et que ça devienne le premier centre de formation du Rwanda pour l'agroécologie. On retrouve autant de femmes que d'hommes. Il y avait de tout âge. Et c'était une petite équipe, peut-être une vingtaine de personnes. Je prenais beaucoup de photos d'eux, justement comme j'ai beaucoup travaillé sur la mise en avant en fait de ce qu'ils faisaient là-bas. J'ai pris plein de photos afin d'effectuer une brochure qui présente cette ferme. Alors là-bas, j'ai été logée donc dans ce qu'ils appelaient la maison des volontaires. Donc c'est là où à chaque fois quand il y a des volontaires, ils sont logés dans cette maison avec Liberata qui est une bonne sœur et qui justement s'occupe de nous. C'est-à-dire que elle nous fait à manger matin, midi et soir. Mais c'est plus que ça, c'est un peu notre maman pendant notre séjour. Déjà, quand on s'est rencontrés, elle parlait pas trop français, je parlais pas rwandais, elle parlait pas anglais. Donc on échangeait un peu en langage des signes. Et c'est assez incroyable parce qu'on a tissé des liens incroyables. Enfin, jusqu'à maintenant encore, je suis en contact avec elle et on était super tristes de se quitter. Et pourtant, on parle pas la même langue et on arrivait... les premières fois quand j'arrivais à faire une blague et elle me comprenait, c'était un peu incroyable. On a partagé plein de moments, notamment le premier dimanche où je l'ai accompagnée à l'église pour la messe. Ça aussi, c'était vraiment incroyable comme journée. Ou bien la fois où à 5h du matin, je l'ai presque levée du lit pour qu'elle m'accompagne pour aller faire des photos dans les champs, parce que je voulais pas y aller toute seule, pour qu'elle puisse m'aider à demander aux personnes s'ils souhaitaient bien que je les prenne en photo. Enfin, on a énormément passé de temps ensemble et c'était une superbe rencontre. Donc l'histoire du Rwanda, c'est vrai que j'ai été... je pense comme tout le monde, on est tous au courant du génocide qu'il y a eu dans ce pays et la manière dont en tout cas ça s'est perpétué. Mais c'était encore très flou pour moi à mon arrivée là-bas. D'ailleurs, j'étais justement en train de lire un livre qui s'appelle Une saison de Machette. Et justement, c'était assez incroyable en fait de lire ce livre pendant même que j'étais parfois dans le bus avec des personnes. Et c'était en fait incroyable de se dire que ça s'est passé à tout juste 25 ans et que c'est très récent et pourtant on dirait pas. À mon arrivée, j'ai eu du mal au départ je n'ai pas du tout abordé le sujet parce que déjà je me sentais pas d'aborder ce sujet avec des personnes que je venais tout juste de connaître et parce que je ne savais pas encore le contexte de comment ils le vivaient aujourd'hui. Et du coup, les conversations que j'ai eues sont arrivées presque à la fin de mon séjour. Donc avant ça, j'ai eu le temps d'aller à Kigali au mémorial, donc qui est vraiment incroyable parce qu'il recense vraiment de manière chronologique, on retrouve vraiment tous les faits. Ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on sort de cette visite, je me rends compte qu'en fait, à part le musée, c'est très difficile en fait d'en parler. Et c'est un sujet qui est assez tabou. Je me rappelle avoir été dans le bus, donc en train de lire mon livre, et quelqu'un me parle et me dit « Ah, qu'est-ce que tu lis ?» Et donc là, il voit
il voit mon livre, il me dit qu'est-ce que c'est. Je dis oui, bon, c'est à propos de votre histoire. Je voulais pas rentrer dans les détails. Et donc, il me dit ah oui, oui, à propos de ce qui s'est passé avant. Et après, coupe court. Donc de là, j'ai tout de suite perçu que c'était encore un sujet voilà, qui était très difficile à aborder. Et j'ai remarqué voilà, qu'à chaque fois, les gens, s'ils en parlaient, ils disaient oui, oui, avant la guerre, ou oui, 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 ça c'était avant ce qui s'est passé. Mais le mot, en tout cas génocide, était très très peu utilisé. J'avais l'impression qu'il y avait énormément en fait comme de culpabilité ou de honte encore vis-à-vis de cet événement et beaucoup de, comment on peut dire, de pudeur. Et j'ai jamais, en tout cas, essayé d'emblée d'aborder quelqu'un à propos de ce sujet. Mais en tout cas, il est présent tous les jours quand une certaine personne me dit qu'elle est veuve depuis 25 ans, bon, bah, je comprends très bien pourquoi. Ou certaines personnes me disent, oui, bah, avant, on était 8 dans la famille, aujourd'hui, on n'est plus que 3. C'est quelque chose en fait, on se rend compte que tout le monde a été touché, hein, mais vraiment tout le monde. Tout le monde va nous dire, bon, bah, oui, oui, avant, j'habitais là-bas. Et en fait, il y a ce avant qui est tout le temps présent, mais sans pour autant dire le mot de ce qui s'est passé. C'est comme s'il y avait une porte devant nous où on savait très bien ce qu'il y avait derrière, mais on l'ouvre pas et on la laisse entrouverte. J'avais vraiment cette impression-là. Je suis vraiment contente d'avoir découvert l'Afrique par le Rwanda. C'est vraiment ma première fois en Afrique subsaharienne. Et le Rwanda est tellement loin de tous les clichés qu'on peut avoir de l'Afrique quand on ne connaît pas. Déjà, par son environnement, sa nature, dans le sens où c'est vraiment un pays verdoyant. C'est très vert, il y a des collines partout, même le climat. Moi, j'y suis pas allée dans les périodes les plus sèches, mais c'est un climat qui est très agréable dans le sens où c'est pas ardent. Euh, Ce qui m'a aussi vraiment surpris, c'est de voir sur certains points, comme ils sont vraiment à l'avance sur nous. Par exemple, voilà, il y a 10 ans, ils ont prohibé les sacs plastiques dans le pays. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a interdiction de rentrer dans le pays avec des sacs plastiques. Il y a 10 ans, donc quand ils ont mis ça en place, du coup, tous les citoyens avaient des services civiques où ils devaient aller partout. On me racontait, voilà, on passait toute notre journée à aller fouiller dans la terre, à chercher le moindre bout de sac plastique. Et littéralement, c'est assez incroyable déjà que la population soit aussi sensible et aussi investie dans son pays. Donc c'est un pays qui est vraiment propre, mais j'ai jamais vu un pays aussi propre. Donc quand on pense à l'Afrique et enfin, c'est très, enfin, on s'imagine pas du tout ça et le Rwanda est vraiment enfin une surprise et un exemple sur ça, c'est que même dans les contrées, les endroits les plus paumés, enfin, la ville est propre. Les gens sont toujours dehors en train de nettoyer leur jardin, couper leurs mauvaises herbes. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a encore, il me semble, 2 ou 3 ans, les gens étaient obligés d'avoir un jardin. Alors ça, j'adorais ce concept, c'est-à-dire on est obligé d'avoir un jardin. Parce que si tu as un jardin, du coup, tu as de la terre, et donc tu es capable de planter tes légumes, et donc tu es capable d'être indépendant et de pouvoir te nourrir. Et donc jusqu'à il y a encore 2 3 ans, c'était une obligation. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais on continue de sensibiliser les gens au fait de cultiver ses propres cultures. Et je me rends compte que voilà, sur plein de points, enfin, c'est très inspirant. Concernant le domaine de la santé, ils ont tous aujourd'hui un système de sécurité sociale. Donc je pense que c'est un pays aujourd'hui qui justement est en plein développement, mais qui est finalement sur pas mal de points, qui est déjà super bien avancé. Je pense que le point sur lequel le Rwanda va justement travailler le plus, je pense, c'est le tourisme, parce que aujourd'hui, contrairement à ses voisins comme la Tanzanie, le Kenya, c'est pas aussi touristique, ils ont pas les mêmes, ils proposent pas les mêmes services, mais je pense que justement, si on a déjà la base, c'est-à-dire d'avoir un pays qui est propre, il y a un pays qui est tout de même vraiment très où on se sent en sécurité parce que bah, par exemple
tout bêtement, port du casque obligatoire en moto, pas plus de 2 personnes. Donc, pour avoir voyagé en Asie, dans d'autres pays, je sais que c'est pas partout pareil. Les routes, la ville de Kigali est super bien organisée, le trafic est très bien organisé. Donc, sur plein de points, ils sont vraiment. Enfin, c'est un pays qui a énormément de potentiel et qui, je pense, demain pourrait être une prochaine grande destination touristique pour plein de personnes. Enfin, j'invite tout le monde à visiter le Rwanda, parce que son histoire est très enrichissante et parce que justement c'est un peu sortir des sentiers battus dans le sens où bah, c'est peut-être pas la destination où on va pour faire un safari parce que du coup on va aller en Tanzanie ou en Afrique du Sud ou encore au Kenya. Et c'est pas non plus un pays où on va visiter le désert non plus, mais c'est un pays où justement on va aller à la rencontre des locaux, où on va apprendre plein de choses, où on peut faire plein de randonnées incroyables. La mission que j'ai faite en Grèce et au Rwanda, on peut clairement ça. Enfin, j'ai fait des rencontres inoubliables, même de par les gens que j'ai rencontrés sur place, comme les autres volontaires que j'ai pu rencontrer. En fait, c'est incroyable de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a plein d'autres gens qui travaillent justement. Et finalement, en fait, c'est trop bizarre, mais quand on rentre dans ce mood-là, bah, finalement, on trouve plein d'autres personnes. Et je sais pas si c'est parce qu'on commence à s'intéresser sur certains sujets. Et de là, on trouve d'autres personnes qui s'y intéressent aussi, ou je sais pas si c'est le karma, ou j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Je vois les choses euh, différemment, bien sûr. J'ai un regard différent sur les gens, sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les actualités. Euh, et au quotidien, en fait, je me dis vraiment qu'il y a plein de choses à faire. Et ça, c'est pas forcément. Tout le monde n'est pas obligé de partir en mission. Bien que je trouve que s'il y avait un truc qui serait franchement cool, bah, c'est qu'avant on était obligé d'aller à l'armée et aujourd'hui on n'est plus obligé d'aller à l'armée. Mais faire une mission comme ça, genre une mission civique dans n'importe quel domaine, c'est pas obligé de. Enfin, ça peut être l'immigration, comme ça peut être l'écologie, comme ça peut être aider des enfants qui sont malades. Enfin, je sais pas, nettoyer une ville. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais en fait, je pense que c'est vachement important parce que on mûrit vachement, on apprend tellement de choses. Et moi, cette année, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir appris plein de choses. Et pas comme quand on ouvre un livre et qu'on lit l'histoire de tel pays. Enfin, non, c'est juste on apprend des gens. Les gens nous racontent des choses, nous racontent leur vie. Et c'est super enrichissant. Et j'ai envie de continuer voilà, sur cette démarche d'être consciente de l'autre et consciente de ce qui se passe en fait dans le monde. On n'est pas obligé en fait de faire mille et une choses, mais rien que le fait en fait d'être conscient de quelque chose, bah ça forcément on aide en fait à faire bouger les choses de manière positive.